Oh, prof, je dis pas que vous êtes un grenasse, je le dis pas. Mais bon, je pense qu'il est temps d'expliquer la notion de passif-agressif, non? Il a trop raison, prof. Le trouble tendance, c'est passif-agressif. Les fameux PA. Je sais, même Léa Seydoux le dit. J'ai fait de ma passivité-agressivité mon atout beauté. Dans le langage courant, le passif-agressif, c'est en gros quelqu'un qui dit « Oh oui, je vais le faire ». Ah, monsieur le président, faites quelque chose pour sauver la planète. Oui, mon bon ami. Alors qu'en vrai, il n'en a pas du tout l'intention. C'est joli, la nature, hein? Ça peut être aussi quelqu'un qui fait des piques, des remarques blessantes, Dites, vous me feriez pas passer un peu pour un con, là, hein? mais qui va nier ou minimiser son agressivité. Mais non, monsieur le président. Oh, c'est pour rire. Andouille. Le terme de passif-agressif a été introduit en 1945 dans le bulletin technique du département américain de la guerre. Sergent Moustache, je vous ordonne d'énucléer ce sale déserteur avec un cure-dent! Le but était de décrire les soldats qui n'étaient pas ouvertement insubordonnés, mais qui esquivaient leurs devoirs, soit par des plaintes. Pourquoi moi? Ou par de la mauvaise volonté. Ils m'aident pas, hein, puis il est pas pratique ce cure-dent. Par de la procrastination. Ouais, vous n'avez pas les mêmes cure-dents, mais en plastique. Ou de l'incompétence volontaire. Ben quoi? Et soudain, chers spectateurs, vous vous dites procrastination, manque de volonté, retard. Mais c'est la définition de mes collègues. Madame Pichon, toujours à la bourre. Là, Josiane mauvaise foi. Et Kevin cause toujours. Une belle brochette de passif-agressif. C'est même un peu la définition de vous-même. Non, pas du tout. Si. C'est normal, car la première définition fut trop mal décrite dans le DSM, le fameux manuel de diagnostic pour les psychiatres. On s'est planté. Passif-agressif, en fait, c'est pas un trouble, c'est un comportement. Excuse-moi, Brad Bill, je dis pas que t'as l'écriture d'une fillette immature, mais faudrait quand même trouver un nom à cette manie de faire des putains de ronds sur les i. Tiens, c'est la nouvelle version. Tu verras, quand la définition d'un trouble est trop large, tout le monde a l'impression de l'avoir. Mais une fois balisée, plus personne ne l'a. En fait, j'étais juste chiante. Si vous voulez réviser vos termes psychiatriques pour faire des diagnostics sauvages, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Bonjour Moustache. Ma femme, qui est totalement hystérique, dit que je suis qu'un gros pervers narcissique. Qu'est-ce que c'est quoi au juste? Jamais! Aujourd'hui, il suffit d'un rien, d'une étincelle, comme disait l'autre. Pas de question que je m'assoie sur cette chaise électrique. Mais c'est pas une chaise électrique. Pour que des gens se lancent dans des diagnostics psychiatriques niveau Bac+8. Oh, parano. Psychopathe! Qui finissent toujours par le fameux... Pervers narcissique! Ah, bah je l'attendais pas, celle-là. C'est bizarre quand on y pense, parce qu'il nous viendrait jamais à l'idée d'utiliser comme ça des termes de chirurgien orthopédique. Aïe, j'ai mal. Oh putain, José, tu attaques son dysplasique ou quoi? En fait, c'est à cause de la parution en 1952 du DSM, le manuel des diagnostics, la Bible des psychiatres. Dès lors, les maladies mentales avaient des noms et leurs traitements correspondants. Et il dit, prenez et mangez-en tous, satiez de l'examen. Au stade anal. Non, Nathanaël, non. Seuls les 0,02% de gens qui ont bac plus psychiatrie comprennent le DSM. Par conséquent, pour tous les autres, le terme pervers narcissique qualifie en gros tous ceux qui trouvent de près ou de loin un petit peu... casse-couille. Je vais vous exploiter en vous payant très peu et en vous méprisant. Dans l'expression pervers narcissique, il y a le terme pervers. Tout le monde pense forcément à un tordu sexuel, genre... Ben c'est pas tordu, ça, si. Dans le cas du pervers narcissique, il s'agit plus de perversité morale. Et vous savez ce que c'est, car nous l'avons tous été un peu. Mais toi aussi, Nathanaël. Si, enfant, rappelez-vous, avant 3-4 ans, quand on était de gros pervers polymorphes, incapables d'empathie. Donc, le
pervers narcissique exploite et dévalorise l'autre pour valoriser son narcissisme défaillant. On peut dire que c'est son mécanisme de défense. L'histoire de ma vie. Ben voilà, t'es fier de toi, Nathanaël? T'as pété ma machine à proto-action barbiturique. C'est à cause de toi si j'ai toujours pas eu le prix Nobel. Si vous voulez réviser votre DSM pour voir si vous êtes un gros pervers, tapez tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Si une bombe atomique explose mais ne me tue pas, est-ce que son souffle peut quand même me rendre fou? Après avoir bombardé le Japon de 2 grosses bombes A en 1945, l'armée américaine s'est inquiétée de leurs quelques effets secondaires. Après l'action, la réflexitude. Les civils n'ont aucun humour. La bombe n'a pas super réputation. À cause des radiations, chef? Hein? Non, non. On pensait que se retrouver sous le champignon d'une bombe rendait totalement fou. Mais si c'est vrai, cette histoire, comment j'envoie mes soldats sur les lieux bombardés, moi? J'ai ce qu'il vous faut. C'est là qu'intervint le docteur Howard Scott Liddell. Alors oui, vu comme ça, c'est pas évident. Voici ta chambre. La spécialité de Liddell était de rendre les animaux dépressifs. Si tu as froid, il y a un barbecue contre le mur. Il rendait aussi les chèvres névrosées à l'aide d'un télégraphe. Attention, top. Je suis un fruiton rouge. Je pousse dans le pommier. Je suis... Un pruneau? Eh l'enfant, je suis un poireau. La chèvre finissait par flipper simplement en entendant le télégraphe. Un peu comme les civils avec les sirènes des bombardements. Et donc, le 1er juillet 1947, un avion largua une bombe sur 242 bateaux contenant des centaines de chèvres, de cochons, de hamsters, de rats. Nom de la mission, Crossroads. Loin de là, les scientifiques observaient via des caméras les chèvres restées dans les navires. Ça fait 2 heures que je suis sur le bateau et je supporte plus Patrick. C'est qui, Patrick? C'est le cochon de Rastelic. Roger, envoyez la bombe! Attendez, chef! Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des dauphins dans l'eau? Non, y'a rien, vas-y. Oh non! Il y avait des licornes en plus! Seulement 10% des animaux moururent du souffle brûlant de la bombe. Mais allô, Boris a pris mon shampoing! C'est qui, Boris? L'armée en déduisit que la bombe ne posait pas de problème psychologique insurmontable. Oh, elles vont très bien, ces chèvres. En vérité, Liddell avait bien trop détraqué la tête de ses chèvres pour qu'elles réagissent normalement. Et puis, 90% des bêtes moururent comme des mouches les jours suivants d'irradiation aiguë. Pauvre petite chèvre. Promets-moi de faire un biopic de ma vie avec Ryan Gosling. Pensez encore que les bombes ne sont dangereuses que pour les chèvres. Tapez, tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, n'est-ce pas que dans les avions, c'est le pilote automatique qui fait tout? Hein? Avouez. Nathanaël, c'est toi qui as mis cette carte dans mon café? Nathanaël doit prendre l'avion. Je veux pas y aller. Mais déteste ça. Non, pas les vaguelettes. Voilà, je suis tout barbouillé maintenant. En bon phobique, Nathanaël pense que tout dans les avions veut le tuer, à commencer par l'équipage. Étant donné que tout le personnel veut sa mort, Vos dossiers. le pilote est forcément le pire des saligots. Stewart B34, enclencher le cri de bébé, rangée 26, merci. Doublé d'une incompétence crasse. La preuve que c'est un gros nul, il a besoin d'un pilote automatique. Beaucoup pensent que le pilote automatique est une sorte de robot qui fait tout. Dis, il y a la teuf en première classe, là. T'as pas besoin de moi. Tout va bien, Dave. Tout va très bien. Cool, je te kiffe, en fait. D'abord, le pilote automatique ne ressemble pas à un robot, mais à un vieux magnétoscope qui ne fait pas tout seul. Le pilote entre des données comme l'altitude, le cap, la vitesse, etc. Et puis, il a plein d'autres trucs à faire. Gérer le carburant, vérifier les routes. Tiens, je vais empêcher tout le monde d'aller faire pipi. Réfléchissez 2 minutes.
On n'arrive déjà pas à faire conduire tout seul des voitures ou des trains. Alors des avions? Vite, Google Vroom, à l'hôpital, c'est une urgence. Bonjour, le capteur de votre siège m'indique que vous avez grossi de 2 kilos. On s'en fout, démarre. Ok, mais t'es gros. Non mais grouille. Oh, un dos d'âne, je veux pas y aller. Après, je me pète les essieux et... On s'en fout, je t'ai dit, fonce. C'est comme croire que les robots qui assistent les chirurgiens opèrent tout seuls. Pardon, je suis à la bourre, je me suis disputé avec ma bagnole. Pas grave, c'est prêt, y a plus qu'à appuyer. Alors, comment va le petit dernier? La nounou automatique s'est trompée de sens. Avec le biberon. 37,5, c'est bien. Merde, il a opéré la table. L'important, mon petit Nat, c'est d'être super en avance avant l'embarquement. Allez, Google Vroom, à l'aéroport. Tu vas avancer, vieille bourrique. Je peux pas, j'ai mal à mes essieux. Si vous pensez encore que tous les pilotes d'avion veulent votre mort, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais vous mourrez quand même. Cher prof, je suis un homme gentil et bien éduqué, et pourtant j'adore me moquer des gens qui passent à la télé. Oh, pourquoi? Signé Jean-Paul Goduchot. C'est dégueulasse. Tu m'étonnes que le monde aille mal. Les gens sont tellement sadiques. Mais non, Jean-Paul nous fait juste une petite crise de Schadenfreude. Quoi? Schadenfreude. Comment traduire ça? Disons, joie mauvaise en allemand. Ça arrive à tout le monde devant le malheur d'autrui. Ben non. Monsieur, le Schadenfreude est l'œuvre du striatum ventral du cerveau là. En temps normal, c'est lui qui gère entre autres l'appétit ou la motivation. Allez, finis ce tableau Excel et t'auras double ration de frites à la cantoche. Youhou. J'ai eu une augmentation de 3 000 €, les gars. Youhou. Ah, bravo Jean-Denis. c'est fou. Bravo, Jean-Denis. Non, mais de rien. Mais parfois, le striatum provoque aussi ce petit plaisir sadique qu'on ressent quand une enflure qui l'a un peu trop ramené se rétame. Bien fait. Le nul. J'ai jamais pu le saquer de toute façon. On le fait tous, toi aussi, Nat. Non. On m'a appris l'empathie, moi, monsieur. Ah, mais le Schadenfreude ne s'apprend pas, c'est inné. En 2014, lors d'une expérience, on a demandé à des mamans de cajoler des bébés inconnus sous les yeux de leur enfant à elle, âgé de 2 ans. Oh, tu as vu, Lohan, le joli bébé qui est pas du tout le mien? Bref, rien à signaler jusqu'au moment où l'on demandait à la mère de faire tomber de l'eau sur le bébé inconnu. Et là, explosion de Schadenfreude chez Lohan. Bam! C'est ma mère dans ta face. Non, non. Vous souillez l'innocence. Oh, j'entends rien. Non, 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 Je te comprends, Nathanaël. Éprouver du Schadenfreude, c'est socialement super honteux. Pourquoi croyez-vous que Jean-Paul regarde les téléréalités? C'est affreux, Kikilune. Vous chantez comme une meule. En vérité, on regarde ces émissions parce qu'elles nous permettent de Schadenfreuder sadiquement, en groupe, de manière totalement décomplexée. Mais oui! Grosse maligne, ça t'apprendra à te la péter. L'humain est une crotte. Oui, c'est vrai, mais vous pouvez aussi lui présenter des émissions de qualité qui vont stimuler son lobe frontal, zone de la logique, de l'apprentissage et du jugement. Comme par exemple, Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça...